Hello les légendes, 11e hors-série stat avec Fabs Barreau, notre expert, sur l'Open d'Australie 2023. C'est déjà la 3e année que l'on couvre les grands chelems ensemble, que le temps passe vite. On passe 2 joueurs et une joueuse au peigne fin de la stat, Sébastien Corda, Aryna Sabalenka et Jiří Lehečka. Et si vous voulez mieux connaître votre style de jeu grâce à la stat, on a mis en place un quiz qui prend 3 minutes en lien dans la description. Vous recevrez des infos précieuses sur vos forces et vos faiblesses pour optimiser votre jeu. C'est gratuit et méga utile, foncez. Bienvenue à tous pour ce nouvel hors-série statistique sur l'Open d'Australie 2023. On se retrouve en ligne en tout cas parce qu'on l'a vécu en direct là-bas ensemble. Toi, t'es resté un petit peu plus longtemps, mais c'était une sacrée expérience. On a fait une semaine de qualif et une semaine de tableau ensemble. Moi, j'ai découvert un monde que toi, tu connais mieux. Et aujourd'hui, on va revenir sur 3 parcours qui ont marqué l'Open d'Australie. Donc, Sébastien Corda, Sabalenka, la gagnante, et on terminera par le Tchèque Lehečka. C'est bien comme ça qu'on dit, hein. C'est comme ça qu'il me semble qu'on dit Lehečka, oui. Ouais. Petit aparté avant de commencer dans le vif du sujet sur Sébastien. Nous, on est parti pour Edge, l'agence donc qui permet à des joueuses d'accéder à l'élite du tennis professionnel en leur proposant plusieurs services et en leur proposant des moyens également financiers. Et toi, Fab, tu fais partie de ces services parce que tu travailles et tu leur proposes de la stat pour préparer leur match du mieux possible. Est-ce que juste tu peux nous dire, parce que ça, je ne l'ai pas encore montré, à quoi ressemble une préparation de match que tu donnes? Je crois que c'est un SWOT, tout simplement, force-faiblesse de l'adversaire. Est-ce que tu peux Oui. nous expliquer? Ah, exactement. Ouais. Alors, en toute honnêteté, les prépas de match au niveau top 200, top 300 avec les feed edge, ce n'est pas les prépas de match les plus élaborés. C'est Ouais, une page dans SWOT. Donc, SWOT, c'est S comme strength, W comme weaknesses, donc force, faiblesse, ouais, O, opportunities, donc opportunité, et T, threat, menace. Donc, on met les forces et faiblesses par la stats des adversaires. ouais. Et à partir de là, ça découle sur des opportunités, donc comment exploiter leurs faiblesses, et sur des menaces, comment éviter euh, leurs forces. Donc, Ok, par contre, aussi, chose qu'il faut savoir, c'est une prépa de match, c'est pas plus elle est compliquée, meilleure elle est. C'est pas ça. Des fois, une prépa de match, on a besoin de 2, 3 infos qui sont au final basiques. Ça veut dire, par exemple, je dis n'importe quoi, serre un peu plus leur verre, c'est complètement bateau. Mais si c'est prouvé par les chiffres, et soit ça rassure, soit ça interpelle, dans le sens où j'aurais pas pensé que, on est peut-être déjà sur une petite optimisation et après une autre, ou aussi juste de savoir les forces et les faiblesses, d'avoir conscience des forces et des faiblesses de l'adversaire, nous prépare pour le match. Donc voilà, les plans de jeu qui sont faits pour les feed edge sont assez basiques, c'est donc une page. Par contre, il y a une écriture, il y a quand même, j'écris pas mal, j'explique les forces et les faiblesses et comment les utiliser du mieux possible pour nos filles, quoi. ok. Muy bien. Alors, on va revenir sur 3 profils, comme je disais avant, d'un point de vue statistique. C'est 3 nouveaux joueurs et joueuses qu'on n'a pas encore vus. Et pour tous les aficionados qui rejoignent ce hors-série, aficionados de la stat, on a déjà couvert pas mal de joueurs et joueuses. On doit être à une petite quinzaine, je pense, depuis qu'on a commencé ces hors-séries, Ouais. puisqu'on a fait les 4 grands chelems l'année dernière, donc 3 x 4, 12 déjà. On avait peut-être commencé l'année d'avant. Ouais, peut-être, Bref, ouais. En 10 et 15, en 10 et 20, tu as raison. Je ne peux pas dire le ouais, nombre. sur la chaîne YouTube, tapez hors-série statistiques et vous allez tous les avoir si vous voulez rattraper. Et si vous êtes nouveau aussi sur ce contenu, n'hésitez pas à écouter l'interview qu'on a faite avec Fab au tout début, l'épisode de podcast Au début. qui pourra vous redonner un peu plus de contexte. Voilà pour les nouveaux, puisque on a tourné avec Jules Marie, donc je pense qu'on a pas mal de nouvelles personnes qui écoutent ce hors-série. Et maintenant que le contexte est posé, on va commencer avec Sébastien Corda, donc juste un peu d'infos sur l'ami Sébi. Il est né un 5 juillet 2000 à Bradenton en Floride. Il est américain d'origine tchèque et il vient d'une famille qui est pas comme les autres. Son père a gagné l'Open d'Australie en 98 en collant notamment 3-7. Tu te souviens à qui en finale? Marcelo Rios. Oh, t'es en place, mon femme. Là, Marcelo Rios, c'est le seul numéro un mondial je crois. Attends, si je ne me trompe pas, seul numéro un mondial de l'histoire du tennis à n'avoir jamais gagné de Grand Chelem. Et ouais, Corda, après cette victoire, a eu beaucoup d'occasions. Il était, je crois, un voire deux matchs
s'il gagnait, de passer numéro 1 et il ne les a jamais fait Ah pendant la ouais, saison qui a suivi. Ouais, ça a été un incroyable. truc comme ça qui était assez intéressant. En 98, j'avais 18 ans. Oh, c'est magnifique ce qui se passait à l'époque. Et j'ai envie de te dire, 18 ans. La vie devant toi. Ça, c'est une petite private joke parce qu'on s'est rencontrés à Lausanne, sur le tournoi de Lausanne, et il y avait Diane Paris. Je crois que je l'ai déjà raconté d'ailleurs, cette Celle-là, ouais, anecdote. ouais, elle est belle. Et il y avait Diane Paris, on était en tribune, l'un à côté de l'autre, et j'ai regardé Diane, et je t'ai dit, 19 ans, tu te rends compte? Elle a 19 ans, et elle a la vie devant elle. C'est magnifique. Voilà. Comme si on était des vieillards. Bref, en 98, Corda atteint la deuxième place mondiale. De l'autre côté, la maman Regina Corda, elle a été quand même top 30, 26e en 91. Et les deux sœurs, parce que bon, sinon c'est pas drôle, les deux sœurs de Séville sont championnes de golf. Il y a Nelly, qui est elle actuellement numéro 2 mondial, qui a été numéro 1 mondial à un moment donné, qui est championne olympique des Jeux de Rio en 2020, des Jeux de Tokyo, pardon, en 2020. Et Jessica, la dernière, et elle, 18e mondiale. Voilà, pour le gène de champion. Belle petite famille, belle petite brochette de sportifs, d'amateurs, quoi. D'amateurs. Ouais, d'amateur, Le c'est clair. niveau de la famille, quoi. C'est clair, c'est incroyable. Corda, lui, avait fait demi. Euh, non, il avait gagné l'Open d'Australie Junior en Junior, 2018. Ouais. exactement. C'est son premier quart en Grand Chelem. Il est donc 26e mondial cette semaine. C'est son meilleur classement. Il vient de gagner 360 points ATP et la bagatelle, Fabrice, de 555 000 dollars australiens, ce qui fait à peu près 360 000 dollars américains avant impôt, puisqu'il semble, je crois qu'il laisse 40% Ouais, en Australie. 40%, C'est énorme. En Australie, avant de se refaire accès aux chez eux. États-Unis. C'est Voilà. dingue, hein. Donc, il a eu une grosse victoire sur Danil. On y était d'ailleurs, c'était assez Ouais. incroyable en 3-7. Puis Urkac, 17 au super taille du cinquième, avant d'abandonner contre Kachanov blessé au poignet. Il est entraîné par Radek Stepanek, la mafia tchèque, je crois, comme tu l'appelles. Voilà pour sa C'est pas présentation. comme ça. C'est toi qui arrives avec ce terme de mafia tchèque. Mais c'est vrai qu'il y a une espèce de grande famille, une grande famille tchèque. Et ouais, j'ai Ouais. pu aussi me rendre compte avec Bouskova, dont le coach m'expliquait qu'ils se connaissent tous. Ils se sont entraînés. Le coach de Bouskova était le coach de Korda. Et après, le père, le machin. Franchement, c'est une grande famille et ils restent un petit peu entre eux en Tchéquie. Et c'est ce qui fait aussi leur succès, il faut croire. Donc voilà pour la présentation de l'ami Sébi. D'un point de vue stat, Fab, qu'est-ce que tu peux nous dire de cet animal assez élégant à regarder jouer? Voilà. Alors, dans le profil, c'est typiquement ce que j'appelle un joueur de cadence. Donc, cadence, rappelle-toi, c'est des frappes plates recouvertes en coup droit, en revers, avec une position proche de la ligne de fond et un joueur agressif. Donc, c'est quelqu'un qui, en moyenne, fait 20% de plus que ses adversaires avec tous les coups possibles. Donc, prenons toujours le même exemple. Si ses adversaires font 10 points avec le service, le coup droit, le revers, le retour et la volée, il en fera 12. Donc, c'est pas à ce point agressif, mais c'est légèrement plus agressif que ses adversaires. 20%, on a des profils en cadence qui peuvent être à 30, 40, 50, 60% plus agressifs. Donc, Hmm. Basilashvili, prends l'exemple de Basilashvili, c'est un joueur en cadence ultra agressif. Là, on est dans une cadence, je dirais, modérée. Mais c'est quand même un mec qui fait donc 20% plus de points avec tous les coups et 10% plus de fautes. Donc, hormis le service. Donc ça, c'est vraiment, moi, ce que j'appelle un cadence serveur. Donc voilà, profil agressif, des deux côtés, prise de balle tôt, jeu élégant à plat. J'ai vraiment envie de te dire, c'est l'école tchèque. Il représente complètement l'école tchèque avec ses frappes plates recouvertes. Et l'école tchèque aussi, c'est un tennis complet. C'est un tennis qui va vraiment vers l'avant. Il y a de la volée. C'est pas qu'il y a que de la volée, mais tu prends un Berdych, spécialement Stepanek et d'autres joueurs tchèques, ils savent tous volleyer. Sur le circuit féminin, les meilleures volleyeuses, c'est les Tchèques. Bouskova est une énorme volleyeuse. Mourova est une très, très bonne volleyeuse. Donc, c'est l'école tchèque, elle est complète. Et je te dirai après le point négatif de l'école tchèque par rapport à l'Eshka, parce qu'on le voit moins sur Korda. Donc, voilà
en gros, attends, j'ai le dernier truc à dire et après, je vais faire un petit comparatif qui va être marrant. Ouais. Donc, c'est aussi un style de jeu, la cadence, qui prend un avantage dans toutes les zones de rallye. Ça veut dire les points qui terminent en 1-2 frappes, 3-4 frappes, 5-8 frappes et plus de 8 frappes. Il a un jeu de cadence complet. C'est-à-dire que c'est pas un mec qui va prendre un avantage en service plus 1, donc 1-2 frappes, 3-4 frappes. Il est un avantage constant partout. Et ça, on a vraiment pu le voir contre Danil. Et indépendamment de la longueur des rallyes, il pouvait être agressif et performant. Ce n'était pas que sur des rallyes courts, comme peut-être Félix est meilleur sur des rallyes courts, ou que sur des rallyes longs, ou peut-être Medvedev est meilleur sur des rallyes longs. Lui, c'est constant. 1-2 frappes, 3-4, 5-8, plus de 8 frappes. Moi, je serais intéressé Déjà, merci pour ces infos. Je serais intéressé de faire parler Radek Stepanek, son coach, parce que je les ai vus ensemble à Metz l'année dernière en indoor et ça a arrosé dans tous les sens. J'ai l'impression qu'ils ont fait un bon boulot ensemble pour mettre son jeu en place parce que il est mine de rien à maturité assez lente. Il va avoir 23 ans cette année. Il est entre guillemets que 26e mondial avec le pédigré qui se traîne, le bonhomme. C'est une éclosion assez progressive. C'est assez lente quand même. Hein. Par rapport au talent de base qu'il avait, on aurait pu le voir éclore 2 ans plus vite. Ça Ouais. je te rejoins complètement avec ça. Et comment, toi qui as l'œil un peu plus expert autant sur la tactique que la technique, comment est-ce que tu le perçois, le mec? Parce que j'ai l'impression ouais, que ça a arrosé dans tous les sens, que son jeu est peut-être un peu plus en place. Il reste très élégant, tu parlais de Berdych, il reste très élégant à regarder, à jouer, plutôt que l'animal qui mettait des fracas avec ses cuisseaux de 1 mètre de diamètre. Qui là? Là, je parle de Berdych en parallèle. Ouais. Corda est quand même beaucoup plus classe, on va dire, Oui, mais dans ses déplacements. C'est plus un chat, c'est plus un félin, quoi. ouais, mais la cadence, il y a un côté arrosage dans la cadence. La Ok. cadence, c'est quand même un style de jeu assez, moi je l'appelle aussi un peu robotique. Et des fois, il suffit d'un grain de sable pour que le robot se dérègle. Un rapid break, j'en ai plus appris aux côtés de Fab depuis qu'on fait du contenu ensemble sur la stat. Donc en plus du quiz, on a aussi enregistré 4 optimisations pour progresser avec la statistique. C'est 1h14 de contenu offert. Vous allez comprendre l'importance du service dans votre jeu, comment mieux retourner en fonction de votre style de jeu, exploiter le schéma service plus 1 et enfin optimiser la fonction de votre revers. C'est le second lien dans la description et nous on y retourne. Et ça, tu le vois très bien dans les joueurs de cadence. Le cadence, quand tu as la balle à la bonne hauteur, la bonne cadence, le bon rythme, ils peuvent être monstrueux. C'est un peu ce qu'on a vu face à Danil. Et on en parlait pendant le match. Et tu te rappelles, tu me disais, mais pourquoi il ne ralentit pas le jeu un peu? Danil, à un moment, ralentit un peu le jeu, il nous a semblé. Et du coup, Corda commence à faire des grosses fautes. Tu te rappelles de ce moment? Bien sûr. Danil a remis le bon rythme et ça refait bien jouer Corda. Bon, ça, c'est des analyses subjectives, on va dire, mais c'est ce qu'on a ressenti pendant le match et ça montre aussi bien le joueur de cadence. Et j'ai un autre exemple où on était ensemble. Le match Oksana, une des joueuses Edge, face à Vekic. Vekic, typiquement une joueuse de cadence. Premier set, Oksana met le bon rythme, hauteur de hanche, elle se fait défoncer. Et nous, on est courtside, on est au bord du terrain et on peut coacher. Et là, on lui dit, mets des balles hautes en coup droit, mets des slices. 6-2 pour Oksana. Et après, on a eu l'interruption de la pluie, mais on avait pris un gros avantage sur Vekic. Et d'ailleurs, à la fin, Oksana ne gagne pas. Mais c'est pour remontrer, joueuse en cadence, ça peut arroser. Donc, je rejoins ce que tu me dis. Ça peut arroser, il suffit d'un grain de sable pour dérégler la machine. C'est sûr et certain, et ce sera toujours comme ça, parce qu'il joue avec très peu de marge. Très peu de marge. Ça joue à plat, ça joue vite, à plat, proche des lignes. Il suffit qu'un jour que tu sois à peine en retard ou à peine pas dedans, badaboum, ça arrose. Et tu as fait le match avec Gilles Servara contre Danil? Non, par contre, pas spécialement, mais on a quand même parlé de ce fait de changement de rythme, mais après, on n'a pas été plus en profondeur. Ok. Tu nous as parlé du coup des forces de Sebi. Bon, tu nous as aussi parlé des faiblesses au final, parce que le jour où il est moins réglé, C'est ça. le grain de sable dans la machine, Ouais. qui fera plus de fautes directes que la moyenne. Est-ce que c'est ça vraiment, son envers du décor, sa part d'ombre? Ça peut être ça, c'est que quand tu es dans un style de jeu assez agressif, assez risqué, c'est dur de tenir 5 matchs de suite avec cette qualité. Il te suffit que tu aies un match où tu es un peu en dedans, tu es un peu moins bien.
Et c'est peut-être ce qui s'est un peu passé sur sa carrière. Alors après, une fois de plus, je ne juge pas à la technique ni à la stratégie pour expliquer une carrière, mais plus à l'environnement autour du joueur. Et ça, voilà, j'ai pas assez d'informations sur comment il s'entraîne, comment il dort, comment il mange, et comment il est impliqué dans son projet tennistique. Et souvent, le retard peut être plus dû à sa motivation intrinsèque, à son environnement, qu'à sa technique, clairement. Parce qu'avec une technique en cadence, tu peux arriver un mondial comme 100. Il y a pas de logique. C'est un style de jeu. Tous les styles de jeu peuvent être un mondial. Donc voilà. C'est vrai que Ouais, vas-y, dis-moi. Vas-y. Bah, j'ai découvert ça à ton contact à l'Open Australie, c'est le nombre de fois où tu m'as répété, je juge un joueur à son entourage. Et Ouais, j'avais pas conscience de l'impact vraiment profond que ça puisse avoir sur ses performances. Mais c'est vrai que les mecs savent tous jouer. Ils sont tous ouais. incroyables. C'est tous je vais pas dire des génies de la raquette, mais pas loin. Et derrière, c'est en effet le niveau d'implication. On voit un Tiafoe, quand je lui pose la question à Couillon, il me dit j'ai mis plus de discipline dans mon jeu, mais ce qu'il ne dit pas, c'est Complètement. qu'il a aussi mis très certainement plus de discipline dans sa vie, tout simplement. Ouais, exactement. Daniel avait fait la même remarque quand il est monté au plus haut niveau. Il a commencé à générer son sommeil, sa nourriture. C'est leur implication dans leur projet, mais l'environnement, les gens autour d'eux, les emmènent aussi là-dedans. Et c'est vraiment, on peut voir, les projets qui fonctionnent, qui vont le plus haut pour moi, c'est ceux qui vont dans la même direction le plus longtemps, avec une équipe saine, et une équipe constante, saine. Et ça, c'est ça que moi que je juge maintenant pour un projet. Quelqu'un qui change de... Regarde, Gagne Raducanu qui change de coach tous les 2, 3 mois. Son projet tennistique, il n'est pas en train d'avancer, il est en train de reculer. Ouais. Et ça, c'est pas la seule. Tu as plein de filles sur le circuit qui changent tous les 2 mois. En ce moment, c'est la tendance de beaucoup de filles. Ça marche pas. Tu dois avoir une équipe solide sur laquelle tu peux construire. Voilà. Donc, on sort de la stats, mais c'est important de le dire parce que la stats, ça explique certaines choses. Mais le noyau du projet, c'est l'environnement et c'est la motivation intrinsèque. Pour moi, c'est les 2 éléments. Yes. Tu voulais rajouter un point avant que je te coupe. Oui, un point qui était marrant. Donc, on risque de dépasser les 20-25 minutes qu'on avait dit. Mais c'est bien, je trouve que c'est intéressant parce qu'on passe sur des trucs super, super intéressants. Je veux faire une comparaison entre Sébastien et son père. Donc, Ok. parce que ça, j'ai trouvé marrant. Bon, il y a peut-être certaines personnes qui nous écoutent qui n'ont pas du tout connu Pet Corda parce que franchement, c'est 98 où il est 2 mondiales. Mais Moi, le pour premier. d'autres qui sont un peu plus âgés, qui ont genre 40 ans et plus, ça peut être pour eux super sympa d'avoir un petit comparatif entre le père et le fils pour savoir qu'est-ce qui est semblable, qu'est-ce qui est différent, où c'est que l'un était meilleur. Donc, je me suis amusé à faire un petit comparatif entre les deux parce que, évidemment, comme je t'ai dit, j'ai analysé tous les top 10 de l'histoire du tennis, quasi tous ceux que j'ai trouvés sur YouTube en tout cas. Donc voilà. Donc déjà, ils sont dans un style de jeu assez semblable. On est dans de la cadence, on est dans de la prise de risque tôt, sauf qu'il y a un gaucher, le père, et père revers à une main. Mais on est dans les mêmes profils en termes de cadence. Ok. Maintenant, je vais aller coup par coup, je vais prendre les 5 coups du tennis et je vais dire qui est meilleur sur l'autre. On va vite Ouais. faire ça. Ouais, bon, toi, tu connais peut-être pas Pet, parce que j'aurais pu te demander, mais est-ce que toi, tu connais Pet Corda? C'est un test. Service, qui est le meilleur? Ah, Sébastien. Merde. ah, Je vais te demander. ok. Ouais. Sébastien, au service, est meilleur que son père. Il a un plus haut ratio d'essais de service gagnant, 32 versus 27, et il fait moins de double faute, 9 versus 11. Qui est meilleur en retour? Petre. Donc, Pet Corda, 1-1. Pet Corda a gagné 32% de ses points en retour de première balle contre 27% pour. Non, pardon. Pet 35 versus 28. Et il faisait en moyenne 50% de plus de points en retour, Petre, que Sébastien. Par contre, il faut mettre entre parenthèses que Petre a joué contre beaucoup plus de serveurs volleyeurs qui, par À l'époque, ouais. conséquence, te fait faire aussi plus de points en retour. Mais malgré tout, dans le retour de première balle, il était meilleur. Donc 1-1. Coup droit, Pet Corda meilleur. Ah, Plus de points, moins de fautes que son fils en moyenne. ouais. Donc 2-1 pour Petre. En revanche, revers, je pense que c'est Revers, l'inverse. Il avait un revers à une main, l'ami Petre. ouais, mais il avait un revers à une main exceptionnel. Prise Ah de ouais. balle tôt, franchement, de la cadence à une main, revers de cadence, prise de balle tôt, c'est peut-être le meilleur de l'histoire du tennis, en fait, quand j'y repense. Beaucoup plus solide que Chapovalov. Si tu veux, on en avait déjà parlé. Le revers, en règle générale, c'est un coup lift, c'est un coup punché, comme j'appelle. C'est-à-dire, tu ne peux pas faire constamment de la prise de balle tôt. Donc, tu laisses redescendre la balle et tu l'accélères en lift. Donc, ça fait un coup punché. La cadence, c'est prise de balle tôt, rappelle-toi. Mais Ouais. Petr, il avait un
coup, revers, prise de balle tôt exceptionnelle. Et là, quand j'y repense, je pense que c'est le meilleur revers en cadence à une main de l'histoire. Il y en avait un autre qui avait un revers à une main, souvent en cadence, que je pense que tu ne te rappelles pas, mais tu te connais le nom, c'est l'Israélien Dudi Sela. Voilà, petite Et la parenthèse. doude. Et donc, en revers, Petr meilleur que son fils avec 60% de plus de points en revers que lui pour le même ratio de faute directe. On est à D'accord. 3-1 pour Petr. Le match est terminé parce qu'il fallait gagner 3 points pour gagner. Mais finalement, je viens quand même sur la volée, qui était le dernier point. Et là, ils font match nul. Ils ont le même ratio de points gagnés à la volée. Les deux ont gagné entre 18 et 19% de la totalité de leurs points à la volée. Donc, ils font plus ou moins la même variété. Leur ratio de service volé, montée en 2 temps, montée dans les rallyes est plus ou moins la même. Donc, on est quand même dans les mêmes prototypes avec un gaucher, un droitier, mais un qui a été top 10 et l'autre qui est maintenant top 30. Et Est-ce c'est que ça tu qui penses que, est-ce que tu penses que dans 10 ans, avec l'évolution du jeu de Seb, de Sebi, les écarts peuvent se resserrer? Oui, Ouais, complètement. Ouais, ok. ouais. Je pense que Sébastien Corda a le même talent que son père et peut faire un grand chelem et un top 10, clairement. Euh, et par contre, il faut aussi se rappeler d'une chose, c'est que Petr Korda n'était pas un joueur spécialement régulier. C'était un joueur qui faisait des coups. D'accord. Je ne me rappelle plus tous les résultats. Peut-être quelqu'un va revenir avec des données mieux mais de ce que je me souviens, quelqu'un qui pouvait faire des premiers tours et gagner des titres. On était dans un joueur un peu extrême, avec un tennis extrême. Et Hmm. peut-être notre ami Sébastien va se diriger aussi vers ce style. Quelqu'un qui est capable Ouais. de briller. Donc, moi, je pense qu'il peut gagner. Je pense qu'il va même gagner un tournoi après l'ère Djokovic. Il faut dire la réalité aussi. Parce que Djokovic, dans ce style de jeu, est meilleur que lui. Tant que Djokovic garde ce niveau, je ne vois pas Sébastien pouvoir battre Novak dans une filière assez semblable. Parce que Novak fait beaucoup moins de fautes pour garder le même rythme. Mais quand Djokovic ne sera plus là, je vois Sébastien gagner un grand chelem. Oui. Et tes recherches sur les top 10, elles remontent à quelle année? Les plus vieux? Les plus vieux, c'est Rod Laver, Tony Roche, John Newcombe, tous les légendes australiennes. Ouais. Et bah ouais, parce que j'ai trouvé pas mal de vidéos sur YouTube. Et après, on passe dans les années 80 avec beaucoup d'Américains, beaucoup de Suédois, donc Gustafsson, Nyström, Jarid. Et Ce après qui est encore. énorme, c'est qu'on a dîné à côté de Tony Roche. Ça aurait été Oui, 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 difficile c'est juste. que tu lui sortes ses stats. Ouais, putain, Tony Rush, j'ai eu comme quelques matchs de lui. Mais bon, à cette époque, c'était que des serveurs volleyeurs. C'était un service volé le service volé a dominé le tennis mondial jusqu'en 2000. Et des gens disent qu'en 2000, il y a eu le match U8 Pete Sampras en finale de l'US Open qui marque le tournant. Je crois que peut-être c'est 2001, 2000 ou 2001 qui marque. Je crois que c'est 2001 en fait. Et 2000, il perd contre Safin. Et qui marque 2001 le tournant de la fin du service volé. Et heureusement, maintenant, il nous reste un service volé, un serveur volleyeur. La Cresse, Salutations à la Cresse. Voilà. Maxime Cressy, que tu voyais s'installer un petit peu plus il y a un an pile. Tu le prédisais top 10, tu mouillais un peu le. Et, Hein? et tu sais quoi? Je Ouais. reviens sur ça. Je reviens sur le fait qu'il va être top 10. Je ne sais pas quand, mais qu'il va revenir. Voilà, je reprends un risque parce qu'il est juste différent. Voilà, je ne me dirai rien de plus. Il est juste différent. Alors, juste euh, pour résumer Corda, redis-nous son Alors, profil de Corda, point. école tchèque, cadence serveur, plus de points avec tous les coups que ses adversaires et un peu plus de fautes. Bon sur toutes les zones de rallye. Cette prise de balle tôt qui est magnifique à voir, mais qui peut, avec un grain de sable, dérégler la machine et aller sur des balles qui partent un peu partout. Voilà. Nouveau fond pour Monsieur Sbarro, pour le plus grand plaisir de ceux qui sont sur YouTube pour l'image, avec un très joli cadre de Françoise, la bise à Françoise. Salut François. Alors, Arina Sabalenka, quelques infos sur son pédigré. Elle est née un 5 mai 98 à Minsk, en Biélorussie. Elle est passée de la 5e place mondiale à la 2e place cette semaine, meilleur classement en carrière. Elle a 24 ans, elle mesure 1m82. Elle vient de s'envoyer 2000 points au classement mondial. Ça va être intéressant de voir comment elle va les défendre l'année prochaine. Je vois toujours, la performance est incroyable, et je me dis toujours, waouh, comment ils vont faire l'année d'après. Elle a aussi empoché la bagatelle de 2 millions de dollars australiens, soit 1,3 million d'euros. Tiens, j'aurais pu te demander la conversion, toi qui es branché chiffres.
Elle a, elle avait gagné avant ça le double à l'Open d'Australie en 2019 et 2021 avec Mertens. Tu le savais, ça? Non, 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 je suis pas trop le double. Et alors, je pense que tu suis encore moins ça, mais j'avais envie de le préciser. Petit fun fact. Je ne sais pas si tu savais qu'elle avait été en couple avec Dimitri Tursunov Mais pendant un... non. Ah, Ouais, mais ouais, il me semble que je l'avais entendu. il l'a coaché en fait en Ah, 2019 il la et coachait bien, hein. elle lui a écrit une lettre d'amour. Je suis retombé là-dessus. C'est assez lunaire. Alors, je ne vais pas vous lire la lettre, hein, je vous laisserai faire la recherche. Mais elle l'a publiée, en fait. Elle l'a Mais publiée non. publiquement, sa lettre. Ouais. Et elle la termine en disant, il va probablement me tuer après avoir lu ça. Avant que tu me tues, je veux dire pardon, j'ai écrit ça à 23h45. C'est sans doute pour cela qu'il y a autant d'émotions. Et comme, voilà, c'était un petit parallèle où la stat permet de sortir parfois de l'émotion et d'être un peu plus factuel sur les données de ce qui marche et ce qui marche moins en match, ça me paraît, c'était marrant de faire un petit parallèle. Mais bon, voilà, en tout cas, pour les infos Bon, merci. offside d'Arina. Maintenant, d'un point de vue stat, qu'est-ce que tu peux nous dire de cette belle plante, ma foi? Alors, Arina, on reste un peu dans la même lignée que Corda. C'est une joueuse en cadence. C'est une cadence serveuse. On est avec les mêmes armes que Corda. On est et aussi un truc, c'est que bloc de l'Est. Tout ce qui est Europe de l'Est a une tendance cadence. C'est comme ça. C'est comme ça qu'ils apprennent à jouer au tennis. Proche de leur ligne et envoyer des missiles. La majorité. Et ceux qui ne sont pas des cadences, c'est souvent des contreurs. Parce qu'il faut toujours yin-yang, tu vois. Mais Sabalenka, c'est clairement une cadence qui fait en moyenne 60% de plus que ses adversaires en coup droit, revers, retour. Donc là, on est dans une domination plus forte que Corda. Et aussi, elle est tellement dominante dans ses attaques qu'elle descend aussi le ratio de points de ses adversaires. Parce que c'est elle qui va faire point-faute. Imagine, si on joue les deux, et moi je suis tellement agressif que je fais tous les points, tous les fautes, toi finalement tu fais rien. Ouais. Donc ton ratio de points, elle le fait descendre par sa domination agressive, on va dire, sa domination de cadence. Donc ça, c'est un truc que je trouve assez intéressant. Le deuxième point, c'est son service, c'est une cadence serveuse. Elle fait 50% de plus dès cette service gagnant que ses adversaires. Donc, si elles en font 10 dans un match, elle va en faire 15. Après, quand sa première balle passe, 31% du temps, c'est un service gagnant. C'est au-dessus de la moyenne. Les femmes, la moyenne est pour plus ou moins 20-22%. Donc, 10% au-dessus de la moyenne. Elle fait donc un tiers du temps quand sa première balle passe, c'est un service gagnant. Et au total, elle gagne 71% des points sur son premier service. Maintenant, encore autre chose. C'est typiquement, on avait vu une cadence sur Corda qui était, comme je t'ai dit, il prend un avantage 1-2 frappes, 3-4, 5-8, plus 8. Chez Sabalenka, on est dans un avantage de cadence entre 1 et 4 frappes. On est vraiment dans du service plus 1. Je tape très fort au service, je tape très fort en retour et je tape très fort sur mon premier coup après mon service et mon retour. Et là, c'est là qu'elle domine ses adversaires, entre 1 et 4 frappes. Quand le rallye se prolonge dans les rallyes de plus de 5 frappes, elle gagne en moyenne 49,8% des points. Donc, juste en dessous du 50%. Donc, pour te donner une image, entre 1 et 4 frappes, elle joue top 3, top 2 mondial, top 5, allez, top même. Et entre 5 frappes et plus, elle joue entre 50 et 70 mondiales. Ah ouais, incroyable. Et tu vois, mais ça, c'est la réalité, c'est juste les chiffres qui disent ce pourcentage est égal à ça. Mais ça montre que le tennis moderne est dominé par du service plus 1. Rallye de moins de 5 frappes. Rallye de moins de 5 frappes, imagine, tu as une fille qui est top 3 en rallye de moins de 5 frappes et qui est top 60 en rallye de plus de 5 frappes. Mais son classement de Sabalenka, c'est top 3. Tu vois, c'est pas 60. Et c'est pas un Ouais, mélange des deux. Et ça montre à ouais, c'est quel incroyable. point le 1-4 frappe est importante une fois de plus. Qu'est-ce qui explique selon toi qu'entre 2019 et 2021, elle n'ait pas gagné un seul titre et que là, début d'année, elle gagne Adélaïde Non, et l'Australienne? Qu'est-ce elle que avait tu comme ressens? gagné des titres, hein. Elle gagne comme au moyenne deux titres à 3 titres par Oui, année. Donc, ouais, non, bah, je sais plus, j'avais vu passer la stat sur je sais tes maths, mais peut-être rien de majeur oui, en tout cas. un Master Et 1000, elle a gagné. qu'est-ce qui s'est, Alors, ouais, quand même, alors, ok. Qu'est-ce qui s'est mis en place particulièrement, tu penses, dans son jeu? alors là, donc déjà, Arina Sabalenka est une joueuse qui travaille avec un mec comme moi. C'est-à-dire, elle D'accord? travaille avec un.
c'est un data scientist qui est, je pense, le meilleur data scientist au monde, qui s'appelle Shane Lianage, et son entreprise, sa compagnie s'appelle DDSA. Je vous invite à aller regarder sa page sur LinkedIn. C'est le mec, il est le plus au top dans la stats. Donc, elle travaille. Et comment ça se fait que tu es corpo comme ça à lui faire de la pub alors que ça reste un concurrent? Alors, je vais faire une petite parenthèse aussi sur la relation que j'ai avec Shane. Shane Lianage, donc c'est comment tu appelles ça, le directeur, quoi, Le boss? CEO, c'est le CEO, comme ça on dit. Alors, Shane, on s'est connus quand on valait rien, les deux. Ça veut dire qu'on était passionnés. Moi, en tant que coach qui utilisait de la stats, et lui en tant que data scientist qui aimait le tennis, on était passionnés de data dans le tennis, mais on valait rien. Moi, je générais peut-être 100 euros par mois de stats et lui, idem. Et vous étiez tous les deux en couchsurfing à Melbourne? Et d'ailleurs, pour l'anecdote, la première fois que je vais à Melbourne pour faire du couchsurfing, je lui demande. Puis, il t'a dit quoi? Elle est marrante, ça. Et puis donc, on était amis dans la dèche, quoi. On vaut rien, mais on est passionné, on adore ce qu'on fait. Et on pense que ça va servir plus tard. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, on commence à avoir nos premiers clients chacun. Et là, on devient ennemis. Parce que clairement, on a nos premiers clients, on en veut assez pour survivre du tour. Et là, du coup, on est ennemis. On a une période, alors on va se donner aucun secret. On va essayer de se battre de temps en temps contre un de mes joueurs, joue contre un de ses clients. Donc d'ailleurs, j'ai eu une demi-finale d'un Grand Chelem où on a eu le cas de figure et nous, on a réussi à le battre. Et sur d'autres matchs, il réussit à me battre avec nous. Bref, on a une compétition et on s'appelait les frenemies. Friend et enemy ensemble. Et la troisième étape qui s'ouvre maintenant, c'est qu'on a assez de clients chacun pour vivre de notre passion. Donc, on n'est plus en compétition l'un avec l'autre. Il est très bien sur pas mal de projets dans Arena. Moi, je suis pas mal bien sur plein de projets aussi. On n'est plus du tout en compétition l'un avec l'autre. Et maintenant, on voit un avantage à mettre une collaboration entre Edge et DDSA, sa compagnie. Donc, je lui fais de la promotion, oui, mais j'ai toujours pensé que c'était un des meilleurs. Même quand on était ennemis, je me disais tout le temps, Shane, les autres, je les ai jamais craints. Mais Shane, ça a toujours été un, je me suis dit, putain, lui, il est dur. Parce qu'il est fou comme moi, il va au fond de ses trucs, il n'a pas de limite pour aller faire de la recherche. Donc, c'était un vrai concurrent. Mais maintenant, on est à un stade où on va peut-être élaborer une collaboration avec Edge, donc avec toi aussi d'ailleurs. Et franchement, c'est une superbe nouvelle pour nous, Edge, d'avoir un mec comme ça qui est à la pointe du data scientist. Moi, je ne suis pas à la pointe du data scientist ni au niveau ingénieur. Je ne suis pas ça. Moi, je suis à la pointe de l'interprétation de la stat et de la transférer et de l'expliquer. C'est là mon expertise. Et lui, son expertise, c'est plus de comment la trouver, comment la chercher, comment la rendre automatique, comment récupérer les données au CAI, qui n'est pas du tout ma spécialité. Donc voilà. Parenthèse, Arina travaille avec Shane. Ils ont fait un super travail depuis 3 ans. C'est son premier titre du Grand Chelem avec elle. Et je dis huge congrats, Shane, tu le mérites à 100%. Et lui, donc, parce que j'ai fait une grande parenthèse, il m'a donné des informations à pourquoi, parce que je reviens sur ta question initiale, pourquoi elle a été plus performante maintenant, surtout cette année, qu'avant. Et il ne peut pas tout me dire, parce que c'est des secrets professionnels, mais il a pu comme me dire une information. Donc, il m'a dit qu'une information liée à la stat. Sur les pressure points, les points importants, elle est beaucoup plus dans un schéma gagnant qu'avant. Ça veut dire que maintenant, elle va dire, voilà, sur les points importants, je fais ce qui fonctionne le mieux pour moi. Si par exemple c'est services extérieurs, je vais faire que des services extérieurs. Je dis je caricaturise, mais elle va aller 100% dans ses forces sur les points clés. Et il me dit que ça a été une des plus grandes différences. Et une des faiblesses, en plus je rebondis maintenant sur une des faiblesses d'Arina avant, c'est qu'elle pouvait avoir un mental défaillant. Par exemple, quand on l'a battue sur une demi-finale de Grand Chelem, je ne dirais pas avec qui, putain, je savais que c'était la seule chose qu'on avait de la battre, c'était qu'elle disjoncte. Ah ouais. Mais Sabalenka, pour moi, avant que Swiatek arrive au plus haut niveau, c'était la meilleure athlète de tennis. Je la trouvais exceptionnelle dans la puissance qu'elle générait. Elle génère autant, ils l'ont dit, elle génère autant de puissance qu'un homme en coup droit à l'envers. C'est la meilleure athlète. Par contre, elle avait un mental défaillant qui faisait qu'on pouvait la battre parce qu'elle pouvait disjoncter, elle pouvait avoir peur, elle pouvait avoir des trucs. Et là, peut-être à l'Open d'Australie ou depuis le début de l'année, elle trouve une certaine stabilité en allant dans ses schémas forts sur les points importants. Et je refais une autre parenthèse parce que j'ai écouté un interview d'elle
qui dit qu'elle a arrêté de travailler avec un psychologue. Elle a dit que maintenant, la solution, elle va les trouver en elle. Donc, je pense toutefois que le psychologue a bien aidé pour arriver à ce stade. Ouais. Mais elle l'a dit, elle a dit, non, j'ai dit que j'arrêtais avec le psychologue parce que c'est moi qui dois trouver les solutions. Et peut-être à ça, dans les solutions, c'est se mettre tes schémas forts dans les points importants, trouver de la sécurité là-dedans. Et ça, en tout cas, on peut dire, ça a fonctionné lors de l'Open d'Australie. Et elle est beaucoup plus puissante qu'une Sakari, qui est un bon bison aussi. Ouais, ouais, ouais. Alors, j'ai pas les stats là, je peux les trouver, mais je les ai pas. Mais oui, moi, je dis oui. En kilométrage de coup droit, de revers, c'est clair. Sakari, c'est un petit gabarit qui est super fit, hein. Ouais, Elle fait 1 mètre, tu viens de le dire, elle fait 1,82 m, Arina. ouais, Sakari, c'est peut-être 1,70 m. C'est une boule, c'est une petite boule de muscle, Sakari, hein. ouais, d'accord. Et puis, elle joue plus liftée. Et c'est Ouais. pas du tout la même filière, la même style de jeu. Quoi qu'il y a quand même, Sakari, je trouve que pour une joueuse comme ça, moi, j'aurais imaginé qu'elle allait envoyer beaucoup plus de ronds, mais elle joue assez tendue quand même. Mais c'est quand même pas le même gabarit. Donc, non, je pense qu'en termes de puissance, les muscles de Sakari ne vont pas. Non. Ce que je trouve intéressant, c'est que depuis le départ où on fait du contenu stat ensemble, tu me dis que la stat est sortir de l'émotionnel pour être plus dans le factuel et bosser sur ses forces, réduire la voilure sur ses faiblesses. Et ce qui est très intéressant, c'est quand tu fais le lien entre les deux, où certes, tu optimises tes forces, mais aussi quand dans l'émotionnel, tu as compris certaines choses et que le tout, c'est là où tu es meilleur, parce que tu peux pas rogner les émotions, tu peux pas rogner le fait qu'à un moment, tu disjonctes, que j'en sais rien, que tu es un chagrin d'amour, qu'il y a des trucs. Ça me fait penser à Caro Garcia qui assume beaucoup plus qui elle est, son style de jeu, son fond de commerce, et l'assume et elle y va à fond dedans, un peu comme Sabalenka va à fond dans ses schémas qui marchent dans les moments chauds au final. Ouais, Et c'est ouais. ça qui peut-être leur donne un peu plus de, je sais pas, Oui. de robustesse mentale. Oui, mais tout ça, une fois de plus, on revient à l'environnement. C'est une meilleure Ok. stabilité dans son environnement. Euh, et puis, de toute manière, avec l'âge, tu deviens plus mature. Ouais, C'est comme ça, c'est juste que ton cerveau, ton corps vieillit. Et dans cette vieillesse, on devient plus mature. C'est-à-dire que les émotions, peut-être qu'ils nous touchaient à 100%, je dis, peut-être elles nous touchent à 80%, mais c'est la même émotion. C'est juste qu'après, tout le monde dit, ouais, c'est l'expérience, c'est l'expérience. C'est juste le corps qui, pour moi, c'est juste le corps qui vieillit. Et elle a pris un peu d'âge. Je pense qu'elle est plus mature sur ses points et donc plus prête à mettre un schéma en place. Parce qu'imagine avant, elle était tellement émotionnelle qu'elle ne pouvait même pas penser à un schéma. Et là, maintenant, je ouais. pense qu'elle s'est calmée, elle a confiance en son équipe, elle a tout en place qui a fait que, en tout cas sur cet Open, ça a fonctionné pour elle. Mais oui, la stats peut aider, mais la stats peut que aider un individu qui est prêt à être aidé. Je peux te Ok. donner tes meilleurs stats, si tu n'as pas envie de les entendre, je ne vais pas t'aider. Une fois de Ouais. plus, c'est un cerveau préparé. Dans un cerveau préparé, tu peux lui mettre des bonnes informations statistiques, fitness, tout ce que tu veux. Et là, je pense qu'on arrive à un stade où tout s'est mis en place pour elle, en tout cas sur ce tournoi. Et j'espère, honnêtement, avec le physique qu'elle a, le potentiel qu'elle a, elle peut se tirer la bourre avec Swiatek sur une année. Maintenant, à voir, ça reste à voir. J'en suis pas 100% persuadé. Mais je ne suis pas non plus 100% persuadé que Swiatek est aussi forte cette année qu'est-ce qu'elle était l'année passée. Mais elles peuvent se tirer la bourre pour un mondial cette année. Et ça peut être super intéressant et redonner un peu d'attrait supplémentaire au tennis féminin, qu'on a un petit peu perdu quand même ces dernières années par le fait qu'il y avait tellement de changements. Ouais. Et après Swiatek qui arrive, mais qui explose tout le monde. On a besoin d'un petit peu de compète. Et j'espère que Sabalenka pourrait la mettre avec Swiatek. Tu la connais, toi, un peu, Arina, en Non, off? non, non, non. Là, j'ai eu pas mal d'informations grâce à Shane, grâce à ce que j'ai entendu. Et après, toi, tu fais le puzzle toi-même. Mais c'est toujours les Ok. mêmes logiques pour moi. Donc, j'ai qu'à juste remettre le puzzle dans mes logiques d'environnement, de maturité émotionnelle, de motivation. C'est toujours un peu les mêmes choses. En tout cas, j'ai l'impression qu'elle peut être une bonne ambassadrice de ce sport. Oui, Elle oui, oui. est, elle est souriante, elle passe bien, elle est mignonne et tout. Enfin, il y a un... Après, tu peux être mignon et transparent, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'elle dégage un truc qui peut peut-être embarquer un peu plus les gens J'espère. sur le tennis féminin, attrait qu'on a un peu lâché depuis quelques temps. Ouais. Ouais. Bon, on a fait le tour pour Arina? Ouais, à Ouais. part ça, juste, on off, la connexion, je l'ai super mal. Par moments, ça bug, hein. Alors, je ne sais pas si toi, tu es bien. Non, moi, ouais, je suis plutôt bien, ouais. Ah, ok, ok, alors, c'est la réception chez moi. Mais toi, pour l'enregistrement, tu es bien. Peut-être, moi, tu ne m'as pas en coupé non plus. Ah, jamais. Non, non, franchement, Ok, ça a l'air parfait, nickel. parfait, parfait. C'est que moi qui réceptionne mal. Oui, donc oui, on a terminé.
avec Arena. On en a bien, franchement, sur ce podcast, on s'améliore, Max, hein. On part dans. Et tu vois, c'est ce que j'aime, c'est que la stat, c'est un point de départ pour parler de plein de choses aussi. C'est juste des faits qui nous permettent de partir sur d'autres. Et ça me plaît. J'aime bien la stat, mais j'aime tout ce qui est autour et surtout de comprendre des logiques. Et la stat, Ouais. c'est une partie de ça, c'est pas tout. Bref. J'espère que ça plaira à notre audience d'habitués sur la stat et peut-être même aux nouveaux, qui sait. N'hésitez pas à nous dire en tout cas en Why commentaire. not? Why Et not? why not? Et si vous avez des idées, franchement, n'hésitez pas à les soumettre aussi. C'est toujours cool d'enrichir nos contenus. Moi, j'ai Alors, envie de leur dire une chose, c'est que si celui-là de podcast, il leur plaît pas, allez pas voir les autres parce que je trouve que c'est un des meilleurs qu'on a fait. Donc, allez, ouais, allez, ouais, je trouve que alors, allez-y pas, les gars, c'est mort là. Celui-là, si vous aimez pas, vous aimez pas. Et vous n'allez pas aimer, il n'y a rien à faire. Désolé, au revoir, merci, bien essayé. Ça sert à rien, quoi. ça c'est un choix tranché, ça. C'est Ouais, non, comme parce quand, que franchement, c'est il est comme quand vraiment tu bien celui-là et abandonnes. on parle pas que de stats. Donc, Ouais, c'est vrai. je kiffe, C'est quoi. comme quand tu abandonnes sur gazon à couillon, ça c'est un choix tranché, ça. Ça, c'était un autre choix. Là, il y avait un choix, il y avait no choice. J'étais. Attends, t'as oublié de mettre sur cette vidéo qu'il faisait 40 degrés. Ouais, ouais. Quand même, merde. Et puis j'ai 43 ans, puis je suis pas du tout. Bref, je pourrais parler de ça, c'est dur. Alors, Jiri Lechka, pour terminer, LHK, ça va être beaucoup plus rapide dans mon intro, puisqu'il y a mille rien fois à moins dire. d'infos sur le bonhomme pour le moment. Il est né un 8 novembre 2001, il fait un 85, 36e cette semaine à son meilleur. Il était 71 avant son quart à l'Open d'Australie. Il a quand même collé 3-7 à Coric au premier tour, même si on ne sait pas trop où on est Borna. C'est pas trop. Euh, il, il bat Nori, 12e mondial en 5-7 au troisième, contre lequel il avait perdu à Auckland la semaine d'avant, enfin, ou 2 semaines avant. Donc, belle perte, même si Cameron était un peu cramé. Et il s'envoie Félix en 4-7 avant de s'incliner contre Stefanos en 3-7. Voilà pour Jiri. Déjà, est-ce que tu connais l'animal? Est-ce que tu peux nous donner un peu plus d'infos ou pas? Oui, oui. Ah oui, bah, je peux donner plus d'infos par rapport à son profil de jeu. C'est quand même tout. Donc, Non, j'ai pas plus d'infos que ça en off, mais Ouais, en termes de style de jeu, parce que une fois de plus, ça reste un joueur nouveau. On n'a pas encore beaucoup écouté de lui. On le découvre aussi, hein, en termes de personnalité. Après, en termes de ouais, stats, non, je l'ai déjà découvert depuis un petit moment. Mais alors, voilà, pour revenir sur de la stats, c'est de nouveau l'école tchèque. De nouveau, on est dans de la cadence. De nouveau, on est dans de la volée. Et le point où il prend le plus grand avantage face à ses adversaires, c'est sa volée. Il fait en moyenne 25% de plus de points avec sa volée que ses adversaires. Et c'est le numéro un dans la comparaison. Si tu veux, lui, 21% de la totalité de ses points sont gagnés à la volée. C'est au-dessus de la moyenne. La moyenne est à 13, si tu veux. Donc, c'est école tchèque, c'est quelqu'un qui va quand même. Il ne va pas autant que Stepanek vers l'avant, parce que ouais, ouais, Stepanek, on était dans les 35%, mais il va plus que la moyenne, 21%. Quelqu'un aussi qui a un fond de cours. Donc, sa deuxième force, je rebondis sur sa deuxième force, c'est son revers. Une fois de plus, école tchèque, école de l'Est, on est toujours sur des bons revers. Les revers de cadence sont les revers dominants du circuit. Ce n'est pas les revers punchés. D'ailleurs, il y a peu de revers punchés. Donc voilà, école de l'Est, super revers, 50% de plus de points en revers que ses adversaires. Aussi plus de fautes, mais plus de points. Donc, c'est ce que j'appelle un joueur, c'est un cadence offensif. Et le ok, joueur le plus proche de l'histoire du tennis qui a ce style de jeu, avec pas du tout la même technique en coup droit, c'est Radek Stepanek. Mais lui était un offensif cadence. Donc, il était à ouais, peine plus offensif, mais de la cadence derrière. Donc, on reste quand même dans des styles de jeu assez semblables, mais différents dans la technique, parce que le tennis a évolué. En tout cas, dans la technique du coup droit, technique du revers et du service et de la volée, non. C'est similaire. Puis la volée de Radek était magnifique. Et joueur clairement sous-coté jusqu'à maintenant, même 36e actuellement, tu penses tu le vois évoluer comment? Bah, écoute, c'est un joueur qui a fait, que je vois quand même depuis, que j'analyse depuis 2 ans. Ouais, Quand je l'ai vu arriver en challenger, je me suis dit, lui, il va passer challenger en vitesse éclair. Ça a été le cas parce qu'il servait super bien, il était puissant, il avait un truc, il avait un rythme au-dessus de la moyenne. Alors, je me dis, oh, lui, il est tout de suite top 100. 3 mois après, il était top 100. Donc, je le vois déjà depuis un moment. Mais pour le grand public, il est nouveau, ça c'est clair. Parce que le grand ouais, public, c'est les résultats en Grand Chelem qui fait qu'on découvre des joueurs, hein, ou des titres c'est en vrai. Master 1000 ou des finales. Donc là, il est nouveau, mais moi, je l'observe depuis un moment. C'est un joueur qui m'intéressait.
D'ailleurs, je ne vais pas non plus cacher que j'avais fait pas une offre, mais un essai avec son agent fin d'année passée, qui n'a pas été, pour le moment en tout cas, positif. Concluant. Mais Ouais. ouais, concluant exactement. Mais je l'ai pas mal analysé aussi à la Next Gen, parce que j'avais un client qui jouait à la Next Gen. D'ailleurs, mon client a perdu contre lui. Et il fait finale de la Next Gen face à Nakashima, c'est-à-dire qu'il fait partie des meilleurs joueurs au monde de moins de 21 ans. Il est là, le Jiri. Il n'est pas nouveau. Il a quoi, 21 ou 22 ans. Il est encore remonté. Il a une bonne équipe. Il est de cette école tchèque. De Ouais. nouveau, je veux dire, il est dans cette grande famille tchèque, j'ai envie de te dire. Et ça, c'est un avantage pour lui. C'est-à-dire que son environnement est bon. Alors, est-ce qu'il peut arriver top 10? Je mets encore une parenthèse par rapport à ça. Top 20, c'est sûr. Top 10, peut-être une pointe. Constant top 10, c'est à voir. Il manque encore pas mal de choses, quoi, dans tout, hein. Ces gros axes d'évolution, tu nous as dit? Ouais, alors, j'y viens. Je termine avec sa troisième force, c'est que en termes de stats, c'est un joueur complet. Ça veut dire que son pourcentage de points gagnés en premier service, deuxième service, son pourcentage de points gagnés en retour de première et deuxième est dans la moyenne. C'est un joueur moyenne, je les appelle comme ça. C'est-à-dire, il est bon et il est moyen partout. Mais moyen partout, c'est une force et une faiblesse, tu vois. Et ça, c'est un petit peu ce qui ressort de chez lui. C'est un joueur complet. Et comme je dis, l'école tchèque, comme je l'ai dit au début du podcast, c'est des joueurs qui savent tout faire. Donc, Ouais. on est dans cette lignée complet techniquement. Voilà. Donc, par contre, les points faibles. Attends, ouais, j'allais encore aborder un truc, mais peut-être c'est un peu plus compliqué. Je le laisse de côté ça. Venons au point faible, et aussi pour terminer, le point faible, c'est quand même le coup droit. 20% de moins de points en coup droit que ses adversaires. C'est ce qu'on peut critiquer d'ailleurs à l'école de l'Est. L'école de l'Est privilégie les revers prises de balle tôt, et peut-être un peu moins les coups droits. Après, c'est en train de changer. Et Berdych était un bon exemple, qui était un joueur de l'Est qui a beaucoup joué en coup droit en décalage et qui avait un énorme coup droit. Mais en règle générale, l'école de l'Est, quand ils arrivent sur le tour, c'est des meilleurs revers que coup droit. Et l'Eshkan est encore dans cette phase. Et peut-être le niveau de coup droit, en tout cas d'accélération en coup droit, devra encore augmenter. En ce moment, il est bon au coup droit parce qu'il le suit à la volée. Mais il n'est pas bon en coup droit purement, en pur coup droit d'accélération quand il reste au fond. Donc, voilà le point d'amélioration, je dirais, accélération de coup droit, vraiment développer un coup droit encore plus performant. Après, il a une stratégie au service, c'est d'avoir un très haut pourcentage de premier service, Ouais. 70, bien plus haut que la moyenne, pour une efficacité juste en dessous. Mais c'est une stratégie entre deux. C'est la stratégie qu'il utilise. Je ne suis pas sûr que ce soit la plus optimale, parce que moi, je suis dans une philosophie d'optimisation, une philosophie de prendre plus de risques en première balle. Donc, peut-être il y a encore un point d'amélioration là, mais ça a l'air très clairement sa stratégie clé. Et Mourova, une autre joueuse tchèque, était dans la même filière. On fait des premières, deuxièmes pour exploiter le premier coup de raquette. Mais en ce moment, c'est quelque chose qui est dans la moyenne, qui n'est pas au-dessus. Donc peut-être aussi un changement de paradigme, de filière par rapport à ça, euh, mais, mais principalement c'est le coup droit. Je dirais accélération de coup droit, c'est le point encore qui est en dessous de la moyenne pour le moment. La Voilà GIR. sur les HK. Ok, magnifique, beau tour de piste, ma foi. Alors, j'ai récupéré quelques stats de l'excellente Constance de Je sais tes maths. Euh, Tu vas me dire ce que tu en penses. Alors, c'est des stats assez généralistes sur le tournoi, mais toujours sympa de s'y replonger. Voyons voir par où on commence. Pourcentage de coups gagnants par point disputé hors ace. Euh, Figure-toi, alors c'est Hmm. pas forcément, si, je l'ai prise parce que chez les femmes, c'est évidemment Arina Sabalenka qui sort en première avec 22,6% Le de winner. coups gagnants par point disputé hors ace. Ouais, winner. Ouais, c'est Ce qui élevé. est quand même Et là, énorme. dans cette stat, tu n'as pas les points provoqués. C'est-à-dire, elle fait une bonne accélération et l'autre la touche. On parle du pur winner. C'est très élevé. Ouais, ouais. Chez les hommes, c'est Nicolas Jarry en premier à 21,7%. Ouais, parce que non, dans cette stat, c'est compter son service, sinon je vois pas. Il y a C'est pas. c'est hors ace. Ah, ça veut dire que c'est un très très grand serveur, Nicolas Jarry. Donc ça veut dire, et puis il envoie que des fracs en service plus un. Donc c'est là qu'il doit prendre cet avantage. Puis il a joué qu'un match. Donc ça Ouais. peut être un peu biaisé. Après, elle fait le Ah non. ratio en Ouais, fonction. mais je Ouais. crois qu'il a passé les qualifs, donc non, faux, il a dû faire quatre matchs. Ok.
Shapovalov, 18,6%. Tiafoe, 18,4%. Tiafoe aussi Nakashima, haut, je vois pas. 17,4%. Ok. Ouais. Et en deuxième, chez les femmes, c'est Claire Liu, 20%. Madison Keys, 20%. Sophia Kenny, 19,6%. Ah ouais. Pourcentage de réussite au filet, avec au moins 20 points disputés. Chez les hommes, c'est Diego Schwartzmann, Ouais, parce ouais. qu'il monte jamais, Exactement. qui vient, Ça, c'est la qui vient tendance, juste pour hein. la poser. Ouais, Ouais. Moins tu montes, plus tu peux avoir des stats extrêmes vers le haut. Nadal, un temps, il gagnait, je crois, 90% de ses points quand il montait au filet. Mais il montait ouais. moins que la moyenne. Fin de carrière, il monte beaucoup plus. Mais c'est ça, hein. Donc, Schwartzmann, c'est dans cette tendance. Barrère, 84,4 et Tseng, 84,4. Et chez les femmes, Kostiuk, 88,9, Gracheva et Sabalenka en troisième, Ouais. Alors, 81,4%. j'ai envie de dire, attention vraiment à ses stats, parce qu'Ok, elle l'a mis minimum 20 montées, mais 20 montées, c'est pas assez. Et Barrère, je crois Barrère, il perd au premier tour. Donc, on est sur ouais, un match qui perd. On peut pas en faire une logique comme quoi le mec, il est monstrueux à la volée parce qu'il a fait 20 volées et il ouais. a gagné 84% des points, d'ailleurs, sur un match qui perd. Donc, attention, il faudrait, je trouve, un échantillon minimum de 100 Ok, pour vraiment qu'on se fasse une idée objective. Là, ouais. on peut partir dans tous les sens avec un échantillon de 20. Pourcentage de points gagnés sur le tournoi. Donc, Joko est à 58%. Ah, ah c'est énorme ça. Ça, c'est énorme. C'est Et énorme. tu vas nous dire pourquoi tu trouves ça énorme, justement. Et Sabalenka, 56,1. C'est Qu'est-ce très bon. que, qu'est-ce que ça te donne comme info? Bah, 52%, c'est la moyenne. Tu te rappelles, on en avait parlé de Gasquet, la fameuse Gasquet-Roger, ils ont 2% de Ouais, différence, 54-52. Bah voilà, 54, c'est une légende du tennis, 52, c'est un top 10. Là, 58, 58, c'est irréel. Bah, il a mis des branlées à tout le monde, c'est oui, il irréel. perd qu'un set au Bah final. regarde, Ouais. regarde, tu vois, c'est ça qui est marrant, c'est que quand tu regardes, mais non, je demande à n'importe qui nous a écouté jusque-là, regardez tous les sets, mettez sur papier tous les sets qu'a joué Djoko. Il n'a pas perdu un set du tournoi, hein, je crois. Si, contre Quaco, il en perd un. Ah, là, contre la quoi, ouais, un peu plus blessé, quoi. Ouais. Alors, et mettez tous les sets qu'il a joué du tournoi, les branlés qu'il a mis, pour juste gagner 58% des points. Ça montre à quel point les gens s'imaginent des ratios bien plus élevés. Et 58, c'est irréel. Je te le dis, c'est irréel, 58%. Ouais. C'est Et ceci énorme. dit, Sinner est à 55,6, Danil 55,4, Grigor 54,4 et Ouais. bon, Après, Swiatek qui a perdu un peu plus tôt 57%. ouais, après, il y a un truc, c'est que surtout chez les garçons, hein, et même aussi sur les filles, mais chez les garçons, sur des matchs en 3-7, des fois, tu as des matchs en 3-7 qui sont vraiment gagnés facilement. 6-1, Ouais, 6-2, 6-3, il y en a quand même pas mal. Et t'en as moins gagné aussi facilement sur des 250, 500 et 1000. Donc, c'est ce qui hausse la stats. Non, bah, tu peux regarder les scores sur un 250. Il va y avoir qu'est-ce qui explique qu'en 3-7 tu puisses mettre une Bon, plus grosse branlée déjà, qu'en 2? euh, les mecs que jouent les meilleurs au premier et deuxième tour, des fois, ça peut être des joueurs de challenger. C'est des joueurs Ouais, qui ne joueront jamais en Master 1000. Hein. Faut pas oublier, ouais, le niveau du Master 1000 en termes de condensation du ranking, il est bien plus élevé qu'un Grand Chelem. Grand Chelem, il y a tout le monde, mais tu as des mecs qui sont 100, 110, tu as tous les mecs qui viennent des qualifs. Sur un Master 1000, pour passer la qualif, tu dois être, je sais pas, à 50 mondial. ouais, c'est crème, ouais. Donc, déjà, c'est des joueurs de plus, il y a des joueurs de plus bas niveau dans les premiers tours sur des matchs plus longs avec plus de sets. Et typiquement, le mec qui perd par exemple 6-3, 6-4 les deux premiers sets, il peut lâcher complètement un set. Ouais. Sur un grand chelem, tu peux aussi lâcher complètement un set, surtout quand tu es ultra dominé. C'est sur un grand terrain, ultra dominé par un Medvedev ou machin, tu as un set qui peut partir complètement en couille. Alors que sur des tournois plus petits, il y aura moins de possibilités. Donc les pourcentages sont plus hauts à cause de ça. Mais on reste à 55, 54. Hein. On Ouais. n'est pas à 70. Pourcentage de points gagnés au retour, Danil en tête à 47,4%, Djoko Énorme. 45,9%. Ouais, Chez les femmes, Georgie, 51,9%. Bon, là, il n'y avait incroyable. personne de nos stats. Pourcentage de jeux de retour remportés, Danil, 46%, Djoko, 38,9% Ah, en Daniel. deuxième. Ouais, ouais, ouais. Et Intéressant. chez les femmes, je l'ai prise parce que en numéro 1, c'est Elisabeth Mandlik à 60%,
qui fait partie de l'agence Edge, fille de 60% des Anna jeux de retour gagnés. Ouais, Ah, fille c'est d'Anna incroyable. Mandlikova qui a gagné justement l'Open C'est d'Australie. incroyable. Ça, c'est très, très élevé. Ouais, pourcentage de jeux de retour remportés, T'imagines le 60%. nombre le pourcentage de. Elle a gagné 2 matchs, perdu 2 parce qu'elle a été lucky loseuse. T'imagines son ratio de jeux de service gagnés. Il est Après, bas. je pense que c'est uniquement sur le tableau final, cette stat. Je Ah, l'ATP, ouais. je Bon, pense pas alors, que de nouveau, Constance peut attention, aller chercher les qualifs. parce que sur un match, Ouais. l'échantillon, il est trop petit pour vraiment faire une généralité. Si c'était sur tout le tournoi, je trouverais énorme. Mais là, sur un match, c'est. Pourcentage de points gagnés au service. Euh, Jarry, 77%. Et en quatrième, la Cresse, 71,6%. Les jeux Chez de les service gagnés femmes, pourcentage de points gagnés au à gagner. service. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Et chez les femmes, Fernandez en premier, 66,7%. De points Leïla. gagnés sur première balle. Et Sabalenka. T'as dit quoi sur la première balle? De points gagnés sur première balle. De points gagnés au service. Normal, elle a joué Caroline Garcia. Alors ça lui monte les stats, ça. Ah ouais. Non, mais c'est ça, hein. Parce que Mais Caro arrose au retour, tu veux dire? parce que Caro, c'est la réalité. Elle a été dominée tout le match. Ah, elle a été dominée tout le match. Et puis elle fait un break à 4-4 dans le deuxième set. Alors qu'elle est dominée tout le match, elle gagne très peu de points sur le service de Fernandez. Et elle s'en sort très bien sur les points importants sur ce match. Ouais. Très bien. Et donc Sabalenka, 65,8%. Pourcentage de jeux de service remportés. Djoko, 94%. Popirine, 94%. Ouais, Jarry, Shelton, 94, 93. Shelton, il faudra qu'on le fasse aussi. Il faudra qu'on le. ouais, il faut qu'on le fasse. Il faut que je collecte la data maintenant. Il est nouveau. Mais Ouais. je le connais déjà un peu, mais pas assez pour. Mais je le connais déjà. Je vois très bien sa tendance, hein. Et chez les femmes, Sabalenka en première, 88,6% de jeux de service remportés. Tellement solide. Pourcentage de balles de break sauvées. Chez les hommes, c'est Shun Zin Zheng en premier à Il a fait, 85%. il a fait first. Pas de plus. Il faudrait prendre plus de matchs quand même. Ouais. Bah alors, Sabalenka, 79% de balles de break sauvées. Et là, tu Ultra vois, solide. on en revient sur ce qu'on disait, des patterns clairs sur les Ouais, pressure points. Et là, on a le chiffre qui confirme. ouais. Double faute. Ça a été pris à partir de 3 matchs, justement. OK? Euh, Plus chez les ou filles, alors, chez les non. garçons. Non, non, Chez les double faute. garçons, le plus de double faute, c'est Cressy. Non. Ouais. Non, ça a été pris. Ça a été, le nombre de Sur matchs a trois été matchs. précisé. Mais ouais, c'est Christy qui a 25 en 2 matchs. Ouais. Shapovalov est à 32 en 3 matchs. C'est beaucoup, ça, ouais. Tsitsipas, 25 en 7 matchs. Et Beaucoup. Djoko, pareil, 25 en 7 matchs. 25% de double faute. Non, 25 double faute tout court. Ah, 25 double faute. OK, alors c'est pas Ouais. les pourcentages, parce que ça, c'est ça qui est intéressant. Si les mecs, ils ont joué, une fois de plus, là, tu peux pas me donner un chiffre comme ça. Tu dois le mettre divisé par le nombre de services joués. Parce que si tu as Ouais. fait 25 double fautes sur 25 deuxième balles, c'est énorme. Ça fait 25 double fautes sur 1000 deuxième balles, c'est rien du tout. Donc, Ouais, Djoko, là, au final, ça fait 3,5 par match. Bon, pas c'est beaucoup. Ah non, pas beaucoup. Chrissy, en revanche, ça en fait mais c'est son style de 12,5. jeu. Il Ouais. fait deux premières. C'est le seul joueur qui fait deux premières. Ah ouais, Bah ouais, alors si tu imagine. fais deux premières, évidemment, tu as plus de double fautes que la moyenne, hein. Ouais. C'est pas normal autrement. Ace, Shelton, 85 ace en 5 matchs. Tsitsipas, 84 ace en 7 matchs. Urkac, Shakanov derrière. Et chez les femmes, Rybakina, 54 ace en 7 matchs. Ah ouais, Rybakina, c'est sa Ça, force. Sabalenka, 46. Ouais, ouais. C'est des deux grosses serveuses qui sont jouées en finale, hein. Et enfin, nombre de titres remportés sur le circuit ATP depuis le début de l'Air Open. Connors, 109. Roger, 103. Lendl, 94. Novak, 93. Rafa, 92. Il arrive. McEnroe, McEnroe 77. Et Novak aurait pu remporter son tout premier titre du Grand Chelem sans concéder le moindre set. Mais il y a eu un couac. Ouais, exactement, tu l'as dit avant. Et voilà. Merci. Mais déjà, merci Fab et merci Merci Constance à aussi toi. pour ces stats. Mais merci beaucoup pour ton retour, pour ton analyse. Est-ce que tu veux conclure sur cette Open d'Australie 2023?
Non, non, c'est bon, j'ai dit tout ce que j'ai à dire. Après, tout ce qui est plus général, c'est pas quelque chose qui m'intéresse plus que ça. Donc voilà, tu l'as très très bien dit avec d'autres choses. Voilà, on a pu débriefer de trois joueurs. On a un peu évoqué l'agence qui nous emploie, Edge, certains trucs qu'on a fait, des extra tennis, deux, trois anecdotes sur l'Open d'Australie vu qu'on était ensemble. C'était excellent et j'ai envie de te dire, je me réjouis du prochain Grand Chelem où on sera ensemble, Max, parce que maintenant on partage cette aventure Edge ensemble. Donc, yes, hâte. Trop bien. Ouais, moi aussi, c'était incroyable, c'était une expérience de fou. Est-ce que tu as ressenti un truc particulier que tu n'avais pas ressenti les autres fois en Australie, une évolution, j'en sais rien, comme c'est le Ah, Grand Chelem que tu préfères? ouais, exactement. C'est clairement mon tournoi préféré de Grand Chelem, non Grand Chelem, tout confondu. Et j'avais peur avant de revenir, parce que la dernière fois que j'étais venu, c'était en 2020, 21, 2021-22, je n'ai pas pu venir à cause du corona, parce que voilà, c'était les coachs et la famille peut-être qui avaient la priorité sur moi, est-ce que je comprends complètement. Donc j'avais un petit peu d'appréhension, on me disait, est-ce que je vais retrouver la même magie en Ouais, Australie? Et je pense que je t'ai dit assez souvent, oui, je l'ai retrouvé, je dis, être conscient de la chance qu'on a d'être de l'autre côté de la planète sur un tournoi magnifique en plein été. Et oui, donc j'ai pu profiter un maximum. Et franchement, c'est resté mon tournoi favori. et donc c'est le cadre qui t'évoque de la magie parce que tu me disais maintenant quand je vais sur un Master 1000 ou un 250, bon, je sais que tu es amoureux de Gstaad, donc c'est Ouais, encore ouais, autre chose, autre mais chose. tu me disais maintenant je vais sur un tournoi, voilà, c'est mon boulot, point. Ouais. Et au final, tu ressens de la magie parce que quoi, il fait chaud alors que chez nous, on se les pèle Ouais. et Bah, que aussi, je te dirais que mon rêve d'être sur le tour, il a pris naissance quelques mois avant que je vienne voir mon premier Open d'Australie ou mon deuxième, je crois que c'était en 2002. Ça a toujours été mon tournoi favori, même quand j'étais jeune. Quand j'étais ouais, enfant, je le voyais à la télévision, je me levais à 6 heures du mat pour regarder sur Eurosport des vidéos, des images de l'Open d'Australie où il faisait beau, il faisait chaud. Puis j'étais, ah, putain, c'est mon pays favori, j'avais jamais été. Après, j'ai été étudié. Donc, j'ai toute une histoire avec l'Australie qui fait que ça a toujours été mon préféré et ça perdure, quoi. Et puis, trop bien. les gens sont super cool. Le cadre, tu as vu, il est magnifique. Le Ouais. tournoi, il est bien. Franchement, c'est le top. Tu te sens bien. C'est une ambiance bon enfant. C'est le début de la saison. Ouais, franchement, Et, c'est le top. et pour terminer, d'avoir été avec Guillaume, donc l'agent de Edge et moi, d'avoir une petite team. Comment tu t'es senti? C'était la... Non, tu as déjà voyagé avec des membres de Edge, mais comment tu t'es ressenti en Grand Chelem avec des compagnons de route? Bah là, sur ce tournoi, c'était clairement la meilleure équipe que j'ai eue depuis le début. Et cette équipe continue de grandir dans la bonne direction. Et c'est quelque chose pour moi, bah, je pense que tu as peut-être aussi compris comment je fonctionnais par rapport aussi à Edge, quelque chose qui me porte à cœur. Et que quand je me lance dans un challenge, autant je m'étais lancé dans le challenge de la stats que maintenant avec Edge, je le fais à 200% et tous les détails comptent. Et je trouve qu'on a eu une harmonie qui était bien, qu'on met les choses sur la bonne voie pour Edge. Et les trois, on a fait une très très bonne équipe sur ces 2 semaines. Et le meilleur est à venir. Vamos! Est-ce Allez, que, est-ce que quand on profilera trois joueurs d'un Grand Chelem qui seront de Edge, à la fin, tu me diras, et le meilleur est à venir, parce que les trois se seront envoyés simple, double, double mix, et tu me diras, quand on fera ça, ça c'est la finalité. Je dis, attends les gars, on a atteint un sommet, génial, on va encore essayer de surfer dessus et puis non, mais je trouve que, franchement, déjà, j'ai cet objectif avec Edge, clairement, et quand on y arrivera, ce sera déjà une super victoire. Mais tu t'aurais dit à Djokovic, Nadal ou Federer, après le premier Grand Chelem, ah bah maintenant que tu en as gagné un, tu n'as plus envie d'en gagner. Il t'aurait dit, bah, non, je vais toujours essayer d'en gagner un deuxième, et je pense que chaque Grand Chelem est une émotion. Donc, chaque grand résultat qu'on va faire avec une feed Edge, ou même moi de mon côté, encore avec mes clients privés, ça restera une émotion unique et que j'ai envie de vivre et revivre et revivre. Je veux dire, je ne vais jamais m'en lasser. En tout cas, ouais, moi, je ne pense pas. Donc, mais le vivre maintenant en équipe avec des gens que j'apprécie, chez Edge, pour moi, maintenant, c'est le nouveau challenge. C'est un challenge très important pour moi. vamos. Merci Fab, à très vite. Merci, Max. Allez, ciao, ciao, à plus À tard. bientôt. Merci d'avoir écouté ce nouvel échange enflammé avec Lasbar. Mettez-nous un like s'il vous a plu et participez au quiz. Vous allez kiffer et surtout en apprendre un wagon sur votre propre style de jeu.
Récupérez au passage les 4 clés stats pour comprendre l'importance du service dans votre jeu, comment mieux retourner en fonction de votre style de jeu, exploiter le schéma service plus 1 et enfin optimiser la fonction de votre verre. C'est les 2 premiers liens dans la description. N'oubliez pas d'envoyer ce contenu à des amis à vous qui peuvent éventuellement aimer la stat, les chiffres ou tout ce qui s'y rapproche. Et voilà, le bouche à oreille nous permet de mieux rayonner, donc partagez, likez, mettez un commentaire aussi, ça aide au référencement. Et dans ce magnifique monde algorithmique, eh bien, le référencement nous aide. Donc voilà, surtout ne lésinez pas. Et un grand merci d'être là, comme à chaque fois. Merci d'être toujours un petit peu plus nombreux et de nous soutenir, comme à chaque fois. Je vous souhaite le meilleur dans votre jeu grâce à la stat. Beaucoup de progrès et de prise de conscience grâce à la stat. J'espère vraiment que ça va vous aider, mais j'en suis sûr. Vous pouvez aller suivre le compte Instagram Edge de l'agence, donc pour laquelle on travaille avec Fabrice, sur lequel on communique pas mal sur les joueuses et tous les services mis en avant pour les joueuses. Vous allez avoir les coulisses et l'envers du décor. Comme à chaque fois, allez suivre le compte du podcast, aussi Tennis Légende Podcast sur Instagram. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les envoyer par mail, aussi à max@tennislegende.fr. ou sur LinkedIn à Max Zamora. Je réponds à tout le monde dans la mesure du possible. Si vous avez des idées, vraiment, venez me les soumettre. C'est toujours hyper cool de réfléchir à plusieurs et de grandir tous ensemble, n'est-ce pas? Quel début d'année incroyable avec l'Open d'Australie. Il y a encore de belles actus à venir. J'ai hâte de vous les partager. D'ici là, prenez soin de vous et à très vite. Ciao!